côté support technique d'Alexandre Beauchamp-Tremblay, qui est aussi conseiller d'orientation ici au Cégep avec moi. Alors, pour cette rencontre, c'est-tu toi qui as commencé l'enregistrement, Alexandre? Oui, c'est moi qui l'ai commencé. Tu veux qu'on Ah, attende un petit peu? oui, ben non, en D'accord. fait, on peut le laisser rouler, ça va. Alors, simplement vous dire pour les personnes qui sont là, si jamais vous avez des questions, ben, ce sera possible de les poser au fur et à mesure. Vous aurez le choix soit d'ouvrir votre micro ou encore de poser vos questions via le chat. Alexandre pourra me verbaliser en fait les questions qui seront envoyées par écrit. Alors, il nous fera plaisir de vous répondre. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, ce soir, je vais vous présenter la cotère. Au programme, alors, premièrement, pour la présentation, ben, je vais tenter de répondre, aux questions que souvent on se fait poser par rapport à la cotère pour mieux la comprendre, la démystifier. Je vais aussi tenter de calmer un peu les émotions peut-être que font vivre parfois la cotère. Des fois, c'est très émotif comme sujet. Des fois, ça peut nous rendre anxieux, ça peut nous rendre des fois tristes. Des fois, on peut faire comme si ça n'existait pas, mais on va essayer un petit peu de démystifier tout ça pour calmer un peu le tout. Et également, ben, vous donner l'heure juste. Il y a beaucoup de mythes qui sont véhiculés parfois par rapport à la cotère, fait que je vais tenter de vous donner l'heure juste par rapport à ça pour que vous ayez les bonnes informations. Alors voilà un peu le topo de la présentation. Alors d'abord, à quoi elle sert cette cote de rendement-là? Eh bien, la principale utilisation, c'est la sélection des élèves pour des programmes universitaires dont les places sont limitées. Donc, à partir du moment où un programme est contingenté, ça veut dire que l'université reçoit plus de demandes que de places disponibles dans un programme. Fait que donc, elle doit sélectionner les candidates et candidats qu'elle choisira. Ben, c'est généralement à partir de la cote de rendement collégiale qu'on va choisir les élèves qui feront partie du programme. Donc, on va prendre les meilleurs cotères de ces élèves-là. Ça peut être utilisé seul comme moyen de sélection. C'est sûr aussi que ça peut être pas accompagné, mais on peut ajouter d'autres éléments comme les entrevues, comme des fois déposer un curriculum vitae. Bon, il peut y avoir d'autres moyens qui sont utilisés. Mais la cotère, généralement, fait partie des éléments qui vont permettre de sélectionner les candidats. Ça peut être pour donner des bourses d'études. Donc, des fois, il y a des bourses d'admission, par exemple, dans les universités où on va vous dire, ben, si vous avez tel cotère, on vous donne 500 1000, 2000. Donc, on va se baser sur cette cotère-là. Également, on peut donner des équivalences de cours universitaires. Ça va se faire principalement dans le cas de programmes techniques. Si, par exemple, moi, je fais un programme en comptabilité, gestion, que je termine mon programme et je choisis de poursuivre en sciences comptables à l'université, comme c'est dans le même domaine, ben, l'université pourrait me reconnaître des cours universitaires étant donné, par exemple, que j'ai déjà fait de la comptabilité et pourrait exiger une certaine cotère. Des fois, ça va être une certaine cotère globale. Donc, on va regarder la cotère de mon dossier pour me donner ces équivalences-là ou des fois, on va aller chercher la cotère de certains cours. Donc, ça peut être utilisé pour ça et on peut finalement l'utiliser comme seuil d'admission dans un programme qui n'est pas contingenté. Donc, un programme qui n'est pas contingenté, théoriquement, on va accepter tous les élèves qui déposent une demande qui répondent aux critères d'admission, mais il arrive que des universités vont demander une cotère minimale pour s'assurer un peu de la réussite des élèves dans le programme. Et si on n'a pas la cotère, ce n'est pas nécessairement un refus automatique. Là, l'université peut mettre en place, par exemple, vous demander de faire un cours de mise à niveau, par exemple, ou une session un peu particulière où on va vous demander de faire vos preuves pour qu'à la session suivante, si tout va bien, si vous atteignez une certaine cote, par exemple, à l'université, bien, vous allez pouvoir poursuivre dans le programme sans problème. Fait qu'ils, souvent, ils vont quand même laisser la chance aux coureurs, mais ils peuvent exiger quand même cette cote, ce seuil-là, donc à partir de la cote. Fait que voilà les principales utilisations.
J'ajouterais peut-être à ça que, la cotère, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé par les universités québécoises. Donc, si vous envisagez, par exemple, étudier à l'Université d'Ottawa, comme c'est en Ontario, ce ne sera pas la cotère qui sera utilisée, mais plutôt votre moyenne de notes. Puis là, ils ont une façon, là, de calculer certains cours qui n'entrent pas dans le calcul et tout ça. Ça, c'est bien indiqué sur leur site, mais ça ne sera pas la cotère. Même chose si je vais au Nouveau-Brunswick ou ailleurs au Canada, donc ça ne sera pas la cotère. C'est vraiment très, très spécifique à la province de Québec. Donc, c'est vraiment pour les universités québécoises. Voilà. Ensuite, son calcul. Comment on calcule une cotère? C'est sûr que ce soir, mon objectif, ça ne sera pas de vous donner tous les détails du calcul. C'est pas, c'est complexe. C'est pas si complexe, mais quand même, il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Je vais vous donner les grandes lignes. Fait que si jamais vous avez vraiment un désir de connaître ce calcul-là dans tous ses détails, à la fin de la présentation, je vais vous laisser un site Internet où il y a énormément d'informations sur la cotère, sur son calcul, les principales questions qu'on peut se poser, etc. Donc, puis vous allez vraiment trouver le calcul là, avec des exemples concrets très, très détaillés. Alors, vous pourrez consulter ça. Pour ce soir, ce que je vais vous dire par rapport au calcul, bien, d'abord, le calcul de la cotère est basé sur le calcul de la cote Z. La cote Z, en fait, c'est la position qu'on va avoir dans un groupe. De quoi elle va être composée, cette cote Z-là? Bien, on va regarder votre moyenne par rapport à la moyenne des notes des élèves de votre groupe. Donc, plus j'ai une moyenne qui est élevée par rapport à la moyenne du groupe, bien, théoriquement, meilleure sera que ma cotère. On va également regarder, ben, est-ce que les notes des élèves de mon groupe, est-ce qu'ils sont tous autour de la moyenne? On est tous très, très proches ou encore plus étalés? Ça va changer un peu les données. Donc, c'est ce qui va composer la cote Z et c'est à partir de ça qu'on va calculer, qui va être la base de notre calcul de cotère. Par contre, cette méthode-là, des fois, ne permet pas d'être juste et équitable quand on arrive de différents cégeps, différents programmes, tout ça. Alors, c'est là que la particularité de la cotère va embarquer. Pour que ce soit juste et équitable, on va rajouter des éléments, un indice de force de groupe et un indice de dispersion. L'indice de force de groupe, en fait, ce que c'est qu'on va regarder dans quel type de groupe vous vous retrouvez au cégep. Est-ce que vous êtes dans un groupe d'élèves forts ou plus faibles? C'est sûr que si je me retrouve dans un groupe d'élèves forts, c'est toujours plus difficile de se démarquer. Donc, si je suis dans un groupe d'élèves forts, bien, on va venir, si on veut, bonifier ma cote Z. On va venir l'ajuster en fonction de cette réalité-là. Comment on va établir ça, cette force du groupe-là? Bien, on va partir de toutes les matières de secondaire 4 et 5 pour lesquelles les élèves ont un examen du ministère. Donc, ça veut dire histoire, maths et sciences de secondaire 4 et français et anglais de secondaire 5. Donc, à partir de ces résultats-là, on va faire aussi des calculs de code Z. Donc, on va aller voir un peu vos résultats à ce niveau-là. On va regarder encore là, est-ce que vous êtes tous dans le même coin ou si c'est plus étalé en termes de résultats de code Z. Et c'est là qu'on va venir ajuster notre calcul de cotère. Pourquoi on va chercher ça? C'est qu'en fait, on sait que les résultats au secondaire sont un bon prédicteur pour nous dire si un élève était fort au secondaire, bien, généralement, il va rester fort au cégep puis il va rester fort à l'université. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher ces indices-là pour voir dans quel type de groupe vous êtes. Fait que voilà, très grosso modo, les détails du calcul, mais retenez en fait qu'il faut se démarquer de la moyenne le plus possible et qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte dans le calcul de la cotère. Donc, ce n'est pas juste une moyenne. Fait que c'est tous ces éléments-là qui vont contribuer au calcul de la cotère. Alors, voilà pour le calcul, version rapide. Voilà. Alors, je continue. Pour vous donner quelques exemples, une cotère, généralement, j'ai indiqué que ça va se retrouver entre 15 et 37. Donc, c'est ça le genre de cote que nous aurons. Évidemment, quelqu'un pourrait avoir plus bas que 15, plus haut que 37, bien que plus haut que 37, je ne vois pas tellement ça souvent. Donc, quelqu'un qui va se situer, et là, c'est vraiment
une indication là, pour vous donner un ordre de grandeur, mais quelqu'un qui va se situer à peu près dans la moyenne dans ces groupes, ben, on va parler d'une cotère entre 20 et 25,9. Et évidemment, si on est plus proche de 20, là, on est dans la moyenne inférieure, puis si on est plus proche du 26, ben, on va être plus dans la moyenne supérieure. Mais tu sais, je vous dirais un 23-25, c'est à peu près des gens qui vont se situer dans la moyenne de leur groupe. Et plus on va se démarquer de la moyenne, bien là, on peut atteindre des cotères de 26, 29, 32. Quand on dépasse le 30, je vous dirais que c'est des cotères quand même qui sont excellentes, c'est vraiment des élèves qui se démarquent particulièrement. La particularité de cette cotère-là, quand on arrive au cégep, c'est toujours difficile à évaluer à quoi va ressembler notre cote de rendement. Comme ça ne part pas que d'une moyenne, on pourrait prendre un 75 qui pourrait donner pour un élève une cotère de 25, puis pour un autre, peut-être une cotère de 28. Parce que là, les autres éléments que je vous ai parlé tout à l'heure vont entrer en ligne de compte, fait qu'ils vont venir, c'est ça, ajuster tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile pour un élève, à partir de sa moyenne, ça va être difficile d'évaluer sa cotère. Fait à partir du moment où on a une première cotère qui est à la fin de la première session, donc si on rentre à l'automne, on va l'avoir vers la mi-janvier. Si on rentre à l'hiver, ça va arriver plus au mois de juin. Bien là, à partir de ce moment-là, on voit un petit peu plus comment on se situe, puis ça nous donne une meilleure indication. Mais c'est un peu le côté plate, je trouve, de la cotère. Quand on arrive au cégep, ça prend une session avant de voir un peu comment on peut évaluer tout ça. Fait que voilà. Bon, alors, cette fameuse cotère-là, en fait, vous allez avoir une cotère pour les élèves qui vont venir au cégep, là, une cotère pour chacun des cours que vous allez suivre au cégep. Il va y avoir une cotère de rattaché à ces cours-là. Il y a quelques exceptions par contre. Si on fait un cours de mise à niveau, il arrive parfois dans certaines matières qu'il pourrait avoir un cours de mise à niveau, comme ici on en a un par exemple en français. Si je fais ce cours de mise à niveau-là, il n'y aura pas de calcul de cotère, donc ça n'aura pas d'impact là-dessus. Évidemment, il faut réussir le cours, mais aucun impact sur notre cote de rendement. La même chose si vous faites des préalables du secondaire, mais dans un cégep. Ici, on n'en offre pas vraiment, mais il y a des cégeps, par exemple, qui vont offrir les maths TS ou SN de 4 ou de 5, ou encore des fois la chimie, la physique, bon, à l'intérieur au cégep, en fait, pour être admis dans certains programmes que le cégep offre, bien, ces cours-là, il n'y aura pas non plus de calcul de code de rendement. Et la dernière exception, c'est ce qu'on appelle des incomplets permanents. Qu'est-ce que c'est qu'un incomplet permanent? Un incomplet permanent, c'est quand au cours d'une session, un étudiant ou un élève vit une situation difficile. Des fois, ça peut être des problèmes de santé physique, santé mentale, une situation difficile qui survient, je ne sais pas, le décès de membres de la famille, par exemple, quelque chose d'important qui fait en sorte que cet élève-là n'est plus disponible pour étudier dans ses cours, ou qui manque un certain nombre de temps là, à l'école. Il peut faire une demande d'incomplet permanent. Il faut que ce soit attesté, par contre, par un médecin, psychologue. En tout cas, il y a certains intervenants qui peuvent attester de ça. Donc, il y a quand même des documents à remplir. Mais dans une situation comme celle-là, si ça survient, bien, ça évite que l'élève ait des échecs. Évidemment, le cours ne sera pas complété. Il va falloir reprendre le cours à une autre session, mais ça évite, c'est ça, les échecs qui, eux, vont avoir un impact sur la quota. Alors, voilà les exceptions. Et pour chaque cotère que vous avez pour un cours, ben, c'est pondéré en fonction du nombre d'unités. Parce que les cours au cégep, ils ont des unités, ça n'a pas toujours le même nombre d'unités. Donc, il y a des cours qui ont, par exemple, une unité, 2, 2,33, 2,66. Alors, plus le cours a d'unités, ben, plus il va compter, il va avoir un poids plus grand dans votre cotère moyenne globale. Alors, voilà. C'est ça. Fait grosso modo, c'est à peu près ça. Je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais regarder avec vous un petit peu les mythes et réalités par rapport à la cote de rendement. Généralement, quand je le fais en présence, là, je vous pose la question, mais là, c'est un petit peu plus dur en ligne, fait que je vous les ai mis directement. Alors, il est possible d'obtenir une bonne cote de rendement collégiale. Là, CRC, c'est cote de rendement collégiale, même si les résultats du secondaire étaient faibles.
tantôt, je vous ai mentionné que dans le calcul de la cotère, on va chercher les notes du groupe de secondaire 4 et 5 des matières qui sont évaluées par le ministère de l'Éducation, pour lesquelles il y a des examens ministériels. Il y a des élèves, des fois, qui s'inquiètent. Ben là, si j'étais pas fort au secondaire, ça fonctionnera pas au cégep, je serai pas capable d'avoir une bonne cotère. C'est faux. On peut tout à fait avoir une bonne cotère au cégep. C'est vraiment dans l'investissement que vous allez faire une fois rendu au cégep qui va déterminer votre cote de rendement. Les notes qu'on va chercher au secondaire sont diluées parmi tous les élèves de votre groupe, donc c'est pas ça qui a un impact, c'est vraiment ce que vous allez faire au cégep. Donc, on a des élèves parfois qui, au secondaire, soit qui n'étaient pas très motivés ou pour toutes sortes de raisons, les résultats n'étaient pas tant au rendez-vous, mais qui peuvent arriver au cégep dans le bon programme, ils aiment ce qu'ils font, ils s'investissent puis avoir une très belle cotère. Fait que oui, c'est possible d'avoir une belle cotère. La seule chose que je vous dirais par contre, c'est que si moi je suis une élève du secondaire et je suis une élève qui euh, étudie pas beaucoup, écoute dans les cours, je réussis à passer, je développe pas tant des bonnes habitudes d'élève, de me préparer, de gérer mon horaire, mon temps et tout ça. C'est sûr que je peux quand même avoir une belle cotère, mais ces éléments-là peuvent avoir un impact positif si vous les avez développés au secondaire pour les utiliser au cégep et avoir de bons résultats. Fait que ça peut nous aider quand même, mais on peut tout à fait réussir, peu importe comment ça s'est passé au secondaire. Alors voilà. Il y a aucun avantage à être dans un groupe ou un cégep en particulier. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Je devrais aller dans tel cégep, je devrais aller dans tel programme, avoir plus de chances d'avoir une bonne cotère. La cotère, elle est vraiment là pour. C'est vraiment le calcul qui permet d'être le plus juste et équitable, peu importe d'où provient l'élève. Fait que ça peut, peu importe le cégep de provenance, le programme de provenance, parce que certains programmes universitaires, je pourrais vous donner l'exemple du droit, par exemple. Si on veut aller en droit, on va demander d'avoir un DEC, peu importe lequel. Fait que je pourrais avoir des élèves qui ont un DEC en art visuel, un DEC en comptabilité et gestion, un DEC en sciences humaines, un DEC en langue. C'est tous des étudiants qui pourraient déposer une demande pour le droit et être admissibles. Donc, peu importe le programme de provenance, c'est ce qui permet d'être vraiment, de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Fait que peu importe d'où on vient, quel type de groupe, tout ça, ben, c'est ce que la cotère va permettre, c'est de mettre tout le monde, tout ce beau monde-là sur un même pied d'égalité, puis être le plus équitable possible. Je poursuis. Alors, un échec à un cours ne détermine pas à lui seul la cotère globale. Pourquoi je mentionne ça? C'est qu'il arrive, je rencontre des fois des élèves qui vont me dire: «Ah, mais ma cotère n'est pas belle, c'est à cause de ce cours-là, je n'ai pas eu une belle note, puis ça nuit à ma cotère». C'est sûr que si un cours a moins bien été, ça se peut que ça aide pas à avoir la cotère la plus élevée, que ça a un impact moins positif sur ma cotère globale. Mais il faut toujours penser que votre cotère globale inclut tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc, si j'ai 10 cours de fait, puis un cours que je considère qui a moins bien été, c'est sûr que c'est pas seulement ce cours-là qui a contribué à ma cotère qui est peut-être moins élevée. 1 sur 10, ça peut pas déterminer toute la cotère. Donc, ça veut dire que dans mes autres cours, peut-être que ça n'a pas si bien été. Mais si j'ai un échec puis tout le reste va bien, c'est sûr que c'est pas l'impact le plus positif, mais ça veut pas dire non plus que ça va être désastreux. Puis, il y a une particularité au niveau des échecs. Tantôt, je vous disais que chaque cotère va être pondéré en fonction du nombre d'unités de cours. Donc, les cours qui ont plus d'unités ont plus de poids. Quand on met les pieds pour la première fois dans un cégep, peu importe lequel, peu importe le programme, mais que c'est notre première entrée au cégep, à notre première session, si j'ai un échec à cette session-là, on va le pondérer un petit peu différemment, notre cours. On va le pondérer à 0,50, à 0,25, c'est-à-dire on va diviser par 4, en fait, le nombre d'unités pour y enlever un petit peu de poids. Fait que l'échec ne disparaît pas, il va être là, mais il va avoir un petit peu moins de poids. Puis cette mesure-là a été mise en place pour justement des étudiants, par exemple, qui arrivent. Des fois, on arrive au cégep, on n'a peut-être pas pris le meilleur programme pour nous. Peut-être que l'adaptation est plus difficile, fait que ça peut avoir un impact sur nos résultats. Fait que ça permet, après ça, de se rattraper. Puis quand on va reprendre le cours, ben peut-être qu'on aura une meilleure cotère. Puis donc, c'est vraiment pour la première
session, on divise par 4 et pour les sessions suivantes, on divise par 2. Il faut savoir aussi qu'un échec sur le bulletin ne disparaîtra jamais. Ça, c'est un petit peu différent du secondaire. Quand on refait les examens de fin d'année, si on a réussi, on a fait un cours d'été, bon, puis on réussit notre cours, on va voir seulement le cours réussi, la note réussie. Pour ce qui est de la cotère, l'échec va toujours rester là. Il va y avoir une cotère pour cet échec-là, mais quand je reprends le cours, il va y avoir aussi une cotère et les deux vont vraiment être calculés dans ma cotère globale. Donc, par contre, quand je le réussis, si c'est un cours de 2 unités, il va avoir un poids de 2 unités. Donc, il va quand même avoir plus de poids que le cours que j'ai échoué. Fait que voilà, petite particularité pour les échecs. Ensuite, il n'y a pas que les élèves qui ont une cotère élevée qui peuvent espérer poursuivre des études universitaires. Ça, des fois, on a un petit peu cette impression-là, il faut, mon Dieu, tellement avoir une cotère élevée pour aller à l'université. C'est vrai dans certains programmes, ça, je ne vous le cacherai pas, il y a certains programmes extrêmement contingentés où c'est beaucoup plus difficile d'accès, mais pour une très grande majorité, oups, pardon, une très grande majorité de programmes, euh, ça peut être tout à fait accessible. Il faut savoir que des fois, les quotas peuvent être différentes aussi d'une université à l'autre pour un même programme. Fait que ça peut être très contingenté dans une université, dans un programme, puis ce même programme-là, dans une autre université, pourrait même ne pas être contingenté ou avoir une cotère beaucoup plus accessible. Fait qu'on peut réussir à trouver, je pense, quelque chose qui va nous convenir en fonction de notre cotère. Donc, c'est ça. Fait que c'est possible d'aller à l'université, même si peut-être notre cotère n'est pas la plus élevée du monde. Par contre, ben, c'est sûr que meilleur sera notre cotère. Ben, des fois, peut-être que je choisirai davantage l'université où je vais aller. Des fois, ce n'est pas le programme qui ne sera pas accessible, mais peut-être que moi, je vais aller à telle université parce que le programme m'intéresse. Ils ont toutes des petites couleurs locales, puis m'intéresse particulièrement. Ben, si j'ai une cotère plus élevée, j'aurai peut-être le loisir de choisir où j'irai par la suite. Bon, il n'est pas possible de calculer soi-même sa cotère. Non, ce n'est pas possible et ce n'est pas possible pour d'autres non plus. C'est pas juste vous autres, c'est peu importe qui. Vraiment, les seuls qui sont en mesure de c'est seulement le ministère de l'Éducation, en fait, qui calcule la quotance, ça ne se fait même pas au cégep. Donc, c'est le ministère qui a toutes les données pour pouvoir calculer la quotance. Comme je vous disais, dans le calcul, on va chercher des notes de secondaire 4 et 5. Donc, c'est vraiment le ministère qui a accès à ça. Alors, méfiez-vous des organismes, même des fois, on peut vous demander des montants d'argent pour calculer votre quotance. On oublie ça. On est mieux d'attendre notre quotance. Ça va être vraiment, ça ne se calcule pas à l'avance. Il faut vraiment attendre d'avoir celle que le ministère va nous calculer. Puis, essayez pas de la calculer. Il vous manque vraiment beaucoup trop d'éléments. Ça ne sera pas possible de le faire. Voilà. Bon. Je vous parle un autre élément, si on veut, de la cotère, parce qu'elle peut être intéressante des fois à connaître. C'est la cotère par programme. En fait, quand on commence un programme d'études, évidemment, on va avoir une cotère qui va être attachée à ce programme-là. À partir du moment où on change de programme, bien, il y aura une deuxième cotère qui va être calculée, qui va être la cotère de ce nouveau programme-là. Et il y aura toujours à votre dossier une troisième cotère, si on veut, qui va couvrir tous les programmes que vous aurez faits au cégep. Ça, c'est la cotère globale. La cotère par programme, ça va être en fait, ce qu'elle va inclure, c'est les cours de la formation générale. Ça, c'est les cours que tout le monde doit faire pour avoir un DEC, peu importe lequel, que ce soit sciences humaines, éducation spécialisée, architecture, peu importe. On a besoin de faire ces cours-là. Donc, ce sont les cours de français, philosophie, éducation physique, cours complémentaires, anglais. Fait que ça, dans la cotère de chacun des programmes, ces cours-là vont être calculés. Puis, les autres cours qui vont être calculés, ben, c'est si j'ai choisi, par exemple, moi, j'ai commencé en sciences humaines, ben, ma cotère sciences humaines va inclure mes cotères des cours de sciences humaines, plus les cours de la formation générale. Après ça, je décide d'aller en architecture, ben là, ma cotère architecture, elle va comprendre
les cours d'architecture et les cours de formation générale. Fait les cours de sciences humaines ne seront pas calculés dans cette cotère-là. Les universités, elles vont utiliser la cotère du plus récent programme dans lequel un élève va avoir été inscrit. Donc, c'est cette cotère-là que l'université va utiliser pour l'admission à un de ses programmes. Donc, un étudiant, je reprends mon exemple, j'ai commencé en sciences humaines, je n'étais pas trop motivée, ma cotère est un peu ordinaire, je change pour architecture, ça va super bien, j'aime ça, ma cotère est meilleure, puis je décide de poursuivre dans un programme à l'université, bien, c'est cette cotère-là que l'université va utiliser. Donc, ça permet à un élève des fois pour qui, bon, peut-être que c'était pas le bon choix de programme au départ, bien, de se rattraper. C'est sûr que la formation générale, comme je le disais, est toujours calculée, même quand vous n'êtes plus dans un programme. Fait que si j'ai commencé en sciences humaines, bon, j'ai fait un peu de français, philo, tout ça, je m'en vais en architecture, je continue mes cours de formation générale que j'ai besoin pour avoir mon DEC, bien, ces cours-là vont aussi aller se calculer même dans notre première cotère, même si, bon, on n'est plus dans le programme, fait qu'elle peut bouger, celle-là. Donc, c'est ça. Fait qu'ils seront toujours calculés. Puis, comme je le disais, ben, l'université, elle va utiliser vraiment le plus récent. Fait que c'est sûr, vos français philo, eux autres, sont toujours comptabilisés. Il y a une exception à ça, par contre, c'est l'Université McGill à Montréal, qui est une université anglophone. McGill n'utilise pas la cotère par programme pour l'admission. Ils vont vraiment utiliser la cotère globale. Donc, tout ce que vous aurez fait au cégep. Et si vous voulez faire valoir la cotère par programme, ben, c'est possible de faire une démarche auprès de l'université, puis ce sont eux qui décideront à ce moment-là ce qu'ils choisiront de faire. Ça se peut qu'ils acceptent, ça se peut qu'ils refusent, mais vous pouvez faire valoir ce point-là. Mais pour les autres, on va vraiment prendre votre cotère par programme. Donc, ça peut donner une chance de plus si des fois le début du parcours a été un petit peu plus difficile pour quelqu'un. Voilà. Alors, je vais vous donner maintenant les trucs, en fait, la recette miracle pour avoir la meilleure cotère possible. Alors, il y a un secret. Vous avez bien fait d'être là ce soir. Ça va vous permettre de connaître ce fameux secret. Vous connaîtrez tout maintenant. Alors, la première chose, ben, quand on arrive au cégep, si on va avoir une belle cotère, je pense qu'il faut étudier, il faut investir du temps. Fait que si on prend pas de temps pour faire nos choses, ça fonctionne pas comme au secondaire. Des fois, il y en a qui réussissent sans trop d'efforts, sans trop mettre de temps dans leurs affaires. Ils réussissent à quand même assez bien leur cours. Ben ici, ça fonctionne pas. Si j'investis pas de temps, que je prends pas le temps d'étudier, de faire mes choses, ben il y a bien des chances que ma cotère soit pas mal moins belle. Bon, je pense aussi que c'est important de se planifier. Toute l'organisation du temps, elle est super importante quand on arrive au cégep. Fait que les spécialistes de la dernière minute, faites attention. Des fois, on peut se faire prendre parce que on a plusieurs cours. Puis si on attend la dernière minute, bien, ça se peut qu'à un moment donné, tout arrive en même temps. Puis là, ça n'arrivera plus si bien. On ne pourra pas investir le temps dont on aurait eu besoin pour bien préparer un travail, pour bien étudier. Fait que ça peut avoir un impact sur la cotère. Fait que toute la gestion du temps, se planifier, utiliser notre agenda. Là, ceux qui pensent qu'on garde tout ça dans notre tête puis ça va fonctionner, là, il y a plusieurs cours, il y a beaucoup de choses à retenir, des travaux, des examens, toutes sortes de choses des fois qu'il faut remettre. Fait que utiliser un agenda il s'agit juste de trouver la formule qui vous convient. Ça peut être papier, mais ça peut être sur notre cellulaire. Il y a plein de façons, donc ça, c'est important. Ensuite, puis c'est ça dans la gestion du temps aussi, il faut se rappeler qu'au cégep, une session n'a que 15 semaines, donc ça passe très vite. Fait que ça, c'est différent du secondaire où j'ai toute l'année, des fois, pour me reprendre si je pars ça un peu tout croche. Quand on arrive au cégep, il faut quand même rapidement faire nos choses parce que la fin de session arrive plus rapidement qu'on s'imagine parfois. Et je pense que le dernier élément, ben, c'est s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut surtout pas hésiter à aller chercher de l'aide. Chercher de l'aide, là, ça peut être auprès de plein de monde au cégep. Ça peut être évidemment auprès de nos profs. J'ai échoué un examen, ça ne s'est pas bien présenté. Ben, c'est important de retourner voir le prof pour comprendre qu'est-ce qui s'est
pas bien passé pour mieux comprendre pour la prochaine fois. Ça peut être nous, les conseillers d'orientation, ça peut être on a des intervenants, s'il y a quelque chose plus au niveau personnel qui ne va pas bien, des fois d'aller parler, ça peut nous aider à se sentir mieux, puis on sera plus disposé pour nos études. Ça peut être aussi les aides pédagogiques individuelles. Les aides pédagogiques, bien, ce sont des personnes en fait, ce sont les personnes qui vous admettent dans un programme au cégep et qui vont vous suivre dans votre cheminement tout au long de votre passage au cégep jusqu'à votre diplomation. Donc, ces gens-là sont accessibles, sont disponibles. Puis des fois, ça peut être la personne ressource. Si je ne sais pas où aller, bien, je peux communiquer avec eux. Fait que ça, je pense que c'est tous des petits trucs qui peuvent permettre d'avoir une meilleure cotère, d'être bien dans notre programme et tout ça. Puis je pense aussi, peut-être pour terminer ce bloc-là, c'est important de choisir un programme qu'on aime, dans lequel on est bien. C'est sûr que si on aime ce qu'on étudie, même si peut-être toutes les cours seront pas, on les aimera pas égales, des fois il y en a qu'on aime plus, mais si dans l'ensemble on aime ce qu'on fait, bien, je pense que ça aussi, ça aura un impact certainement positif sur notre cotère. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples. On parle de la cotère. Je vais vous montrer des exemples plus concrets, un peu de cotère. Alors voilà, ici j'ai le baccalauréat en administration des affaires. J'ai pris un petit échantillon d'université parce qu'il se donne quand même à beaucoup d'autres endroits, à peu près partout en fait. C'est pour vous montrer, à chaque année, les universités vont nous donner les quotaires des personnes, les quotaires des dernières personnes admises dans leur programme. C'est ce qui va nous permettre de voir, nous, tu sais, où est-ce que j'ai des chances d'être admis ou admise dans un programme. Alors ici, je vous présente l'Université Laval et l'Université du Québec à Trois-Rivières. Euh, Voyez-vous, ici, c'est un seuil. Donc, ce sont deux programmes où les personnes ne sont pas, les programmes ne sont pas contingentés, mais où on exige un 22 de quota. Donc, fait que si on a le 22, on a les préalables, c'est sûr qu'on va être admis dans le programme. Pour les autres universités, je vous donne l'exemple de McGill où on voit que les quotaires sont beaucoup plus élevés en 2021. Donc là, ils ont changé un petit peu la donnée. Ce n'est pas la dernière personne admise, mais c'est la moyenne des 3 dernières années, donc 29,10. Donc là, c'est des élèves qui ont quand même des notes plus supérieures à la moyenne, qui ont été admis, et Sherbrooke avec 24,5. Fait que voilà. Puis on voit que dans le temps, des fois, ça bouge. C'est pour ça que des fois, je peux être un petit peu en dessous. Je vais peut-être tenter ma chance quand même, mais là, il faudra que je fasse des demandes dans d'autres universités ou d'autres programmes. Puis si je suis un petit peu au-dessus, ce n'est pas toujours une garantie que c'est sûr que je suis admis ou admise, à moins qu'on parle d'un seuil, mais dans les cas où les programmes sont contingentés, bien ça peut venir jouer. Si cette année-là, les dossiers sont plus forts, il y a plus de demandes, ça se peut que la cotère monte un petit peu puis que là, je ne réussis pas à rentrer. Fait qu'il faut être un peu stratégique. Et contrairement au cégep, quand on parle d'admission universitaire, on peut faire des demandes dans autant d'universités qu'on veut. Et pour une même université, souvent, on a 2 choix de programme, des fois même 3. Donc, il y a moyen d'être stratégique dans nos demandes. Un autre exemple d'un programme qui est plus contingenté, là, je suis allée avec le droit. Fait qu'on voit qu'on est beaucoup plus dans des quotaires de 29-30. Ça joue un petit peu avec les années, mais même des fois, bon, 31 dans certains cas. Fait que là, c'est sûr que c'est des programmes, un programme qui est plus difficile d'accès. Puis c'est sûr qu'ici, là, tous les quotaires qui sont là, c'est les dernières personnes admises. Fait qu'il faut toujours penser qu'il faut viser un peu plus haut que ça si on veut se donner un petit peu de lousse. Fait que voilà. Quelques autres exemples. Ici, ce sont des quotaires que j'ai pris là, dans certains programmes, enseignement préscolaire primaire, une cotère de 23, donc beaucoup plus facile d'accès. Kinésiologie à Sherbrooke avec 24,6, c'est quand même assez accessible, je vous dirais. Enseignement de l'éducation physique à l'Université Laval, 25. Psychologie, quand je vous parlais d'un seuil, bien ici, on a un seuil à 25. Et médecine vétérinaire, là, je vous présente un programme qui est vraiment beaucoup plus contingenté, donc avec une cotère de 33 pour les derniers admis. Là, c'est sûr qu'on est dans les Olympiques, là, rendus à ces niveaux-là. Et je termine avec ces programmes-là. En fait, il y en a plusieurs qui ne sont pas contingentés. Parfois, ça va dépendre de l'université. Peut l'être à une place, peut ne pas l'être à une autre. Donc, administration des affaires, enseignement préscolaire primaire, enseignement secondaire dans plusieurs profils et dans plusieurs universités, c'est assez facile d'accès. Il n'y a pas très peu de contingentement. Le bac en communication à Trois-Rivières, la biologie dans certaines universités, le génie aussi dans plusieurs spécialités et certaines universités est accessible, donc sans quota particulière, là, c'est non contingenté. Alors voilà.
Alors, c'est ce qui termine ma présentation. Ce que j'aimerais vous dire en terminant, ben la cotère, restons zen. J'espère que cette présentation, vous aura éclairé puis démystifié un petit peu ce fameux calcul. Tantôt, je vous ai mentionné, le site, où vous pouvez, entre autres, avoir le calcul, très détaillé et toutes sortes d'autres informations sur la cotère. Alors, le voici à l'écran. Puis je pense qu'Alexandre va le mettre aussi ou l'a mis déjà dans le chat. Et ben, je terminerai. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Est-ce que tu as des questions de ton côté, Il me Alexandre? semble pas y avoir de questions pour l'instant. Alors, je laisse une petite minute. Ne vous gênez pas si vous en avez. Parfait. Bien, sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Merci d'avoir été là. Et si vous avez des questions, je ne sais pas si tu as mis, Alexandre, nos adresses courriels, Je vais le mettre à disponibles. l'instant. C'est Oui. ça. Donc, si jamais vous avez des questions à la suite de la rencontre, ben, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous n'avez pas le temps de les prendre en note, de toute façon, sur le site du collège, allez dans les services à l'élève, services d'orientation, nos adresses courriels sont là. Donc, ça sera possible, de nous rejoindre et de venir poser toutes vos questions. Alors voilà, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup.